Solène Lemoine ajusta le col de sa robe noire en contemplant son reflet dans le miroir de leur chambre d'hôtel. 7 ans. 7 années aux côtés de Bastien Valcourt, l'avocat criminaliste le plus respecté de Provence. Ce soir, à Lyon, il recevrait la plus haute distinction de sa carrière. « Tu es prête ?» demanda-t-il en entrant, impeccable dans son costume sur mesure. Son regard la balaya rapidement, comme il évaluait un témoin au tribunal. « Cette robe te va bien. » Un compliment calculé. Solène avait appris à les reconnaître après tant d'années. Elle sourit néanmoins, espérant que cette soirée marquerait un nouveau départ pour eux. Depuis des mois, Bastien était devenu plus distant, plus critique envers son travail de décoratrice d'intérieur. « Je suis fière de toi », murmura-t-elle en s'approchant pour ajuster sa cravate. Il recula légèrement. « Nous devons y aller. Les journalistes seront là. Il faut faire bonne impression. » Dans la voiture, Bastien révisait son discours en silence. Solène observait les lumières de Lyon défiler par la fenêtre, se remémorant leur première rencontre dans cette même ville, lors d'un vernissage où elle exposait ses créations. Il l'avait abordée avec une assurance qui l'avait séduite. « Vous transformez les espaces comme moi je transforme les verdicts », lui avait-il dit. Elle avait cru à cette complicité. Le palais des congrès brillait de 1000 feux. Les photographes se bousculaient à l'entrée. Bastien prit naturellement la pose, la main de Solène glissant automatiquement sous son bras. Elle sourit pour les flashs, habituée à ce rôle d'épouse modèle. Dans le grand auditorium, Solène reconnut plusieurs visages familiers du milieu juridique. Des collègues de Bastien s'approchèrent pour la saluer, certains évoquant ses récents projets de rénovation dans le Vaucluse. « Solène a un talent extraordinaire », déclara Maître Rousseau. « Elle a transformé notre maison de campagne en véritable œuvre d'art. » Bastien hocha poliment la tête, déjà tourné vers une conversation plus importante avec le président de l'ordre des avocats. Solène sentit le pincement familier au cœur. Même les compliments des autres ne trouvèrent plus d'écho chez son mari. La cérémonie commença. Discours après discours, prix après prix. Solène applaudit mécaniquement, observant Bastien du coin de l'œil. Il rayonnait, dévorant l'attention comme un homme assoiffé. « Mesdames et messieurs, nous en arrivons à la plus prestigieuse récompense de la soirée, le prix d'excellence pour service exceptionnel rendu à la justice française. Ce prix revient à un homme qui a consacré sa vie à défendre les innocents et à poursuivre la vérité. Maître Bastien Valcourt. » L'auditorium explosa en applaudissements. Solène se leva d'un bond, les larmes aux yeux, frappant ses mains l'une contre l'autre avec une fierté sincère. Son mari, son Bastien, il méritait cette reconnaissance. Bastien monta sur scène avec élégance, serrant les mains, posant pour les photographes. Il s'approcha du micro, attendit que le silence se fasse. Solène retenait son souffle. Le moment qu'elle attendait depuis des années était arrivé. Enfin, il la remercierait publiquement. Il reconnaîtrait son soutien, sa patience, son amour. « Mesdames et messieurs, » commença Bastien, sa voix portant parfaitement dans l'auditorium, « je suis profondément honoré de recevoir cette distinction. Ce prix ne m'appartient pas entièrement. Il appartient à tous ceux qui m'ont fait confiance, à mon équipe exceptionnelle qui travaille sans relâche, et à tous ceux qui ont cru en moi depuis le début de ma carrière. » Il marqua une pause. Solène sentit son cœur battre plus fort. C'était maintenant. Il allait parler d'elle. « Je remercie mes mentors, mes clients qui m'ont confié leurs histoires les plus intimes, mes collaborateurs qui rendent possible chaque victoire. Cette récompense, c'est aussi la leur. » Nouveau silence. Solène regardait son mari, attendant. Autour d'elle, elle percevait les regards qui se tournaient vers elle, les sourires complices des autres épouses. Tout le monde attendait qu'il la mentionne. En cette soirée exceptionnelle, je mesure la chance d'avoir pu servir la justice avec passion et intégrité. Merci à tous pour votre confiance. Et ce fut tout. Bastien salua sous les applaudissements nourris. Il descendit de scène, serra d'autres mains, reçut d'autres félicitations. Solène était restée debout, pétrifiée, les bras ballants. Pas un mot, pas un regard, pas une mention. Les conversations reprirent autour d'elle. Elle entendait des murmures, percevait des coups d'œil embarrassés. Madame Rousseau s'approcha avec un sourire gêné. « Il était très ému, votre mari. Ces hommes ont parfois du mal à exprimer. » Solène hocha mécaniquement la tête, incapable de prononcer un mot. Ses mains tremblaient légèrement. Elle saisit son sac, marmonna une excuse et se dirigea vers les toilettes d'un pas chancelant. Dans le miroir des lavabos, elle découvrit son reflet. Une femme de 34 ans aux yeux éteints, belle mais vidée. 7 ans de mariage. 7 ans d'amour, de soutien, de sacrifice. Et ce soir, devant tout ce beau monde, elle avait simplement cessé d'exister. Les larmes coulèrent enfin, silencieuses et amères. Pour la première fois depuis des années,
Solène Lemoine cessa de chercher des excuses à son mari. Cette nuit-là, quelque chose mourut en elle, et quelque chose d'autre, qu'elle ne soupçonnait pas encore, commença doucement à renaître. Le voyage de retour vers Avignon se déroula dans un silence glacial. Bastien consultait ses messages, déjà absorbé par ses prochaines affaires, tandis que Solène fixait le paysage provençal qui défilait sous un ciel gris de novembre. « Tu es bien silencieuse », finit par remarquer Bastien, sans lever les yeux de son téléphone. « Quelque chose ne va pas ?» Solène tourna la tête vers lui. Comment pouvait-il poser cette question avec tant de désinvolture? Comment pouvait-il ne pas comprendre? « Non, rien », murmura-t-elle. « Je suis juste fatiguée. » Il hocha distraitement la tête, déjà replongé dans ses écrans. Cette facilité qu'il avait à l'ignorer, à la réduire au silence, la sidérait encore après toutes ces années. De retour dans leur maison bourgeoise du centre-ville d'Avignon, Solène monta directement dans leur chambre. Elle s'assit sur le lit, contemplant les photos qui ornèrent leur commode, leur mariage dans les jardins du Palais des Papes, leurs vacances en Grèce, leur sourire d'antan. Sur chaque cliché, elle tentait de retrouver la femme qu'elle avait été, cette jeune décoratrice pleine d'ambition qui rêvait de transformer les intérieurs les plus ternes en havre de paix. Le lendemain matin, Bastien partit tôt au cabinet. Solène se retrouva seule avec son café et son silence. Elle ouvrit son ordinateur portable, consulta ses emails professionnels. Plusieurs clients potentiels l'avaient contactée, impressionnée par ses dernières réalisations. Pourtant, elle n'arrivait pas à ressentir l'enthousiasme habituel. Son téléphone sonna. Isaline Perrault, sa meilleure amie depuis l'université, architecte d'intérieur comme elle, mais installée à Montpellier. « Alors, cette grande soirée, tu as dû être fière de ton mari hier ?» Solène resta muette quelques secondes. « Solène, tu es là ?»« Oui, Isaline, est-ce que je peux te voir? J'ai besoin de parler. » 2 heures plus tard, Isaline débarquait chez elle avec des croissants et un regard inquiet. Elles s'installèrent dans le salon que Solène avait décoré avec tant de soin. Ton naturel, texture douce, lumière tamisée. Un cocon qui ne la protégeait plus de rien. « Raconte-moi tout », dit simplement Isaline en posant sa main sur celle de son amie. Solène lui relata la soirée, les mots sortant difficilement de sa gorge. L'humiliation publique, le vide qu'elle avait ressenti, cette impression d'avoir été effacée d'un revers de main. 7 ans, Isaline, 7 ans que je vis dans l'ombre de sa réussite. Et hier soir, j'ai compris qu'il ne me voyait même plus. Isaline l'écouta sans l'interrompre, ses yeux bruns exprimant une colère grandissante. « Solène, tu te souviens de nos études? Tu étais la plus douée de notre promotion. Tes projets faisaient rêver les professeurs. Qu'est-ce qui t'est arrivé? »« Je suis tombée amoureuse, » répondit Solène avec amertume, « et j'ai cru qu'aimer, c'était se faire petite pour que l'autre grandisse. » Elles passèrent l'après-midi à évoquer leurs souvenirs d'étudiantes, leurs projets fous, leur rêve d'ouvrir un jour leur propre agence. Isaline avait réalisé le sien. Solène avait choisi l'amour. Ou plutôt, elle avait choisi ce qu'elle croyait être l'amour. Le soir, quand Bastien rentra du travail, il trouva Solène en train de cuisiner. Elle avait préparé son plat préféré, un risotto aux champignons qu'elle réussissait à la perfection. « Bonne journée ?» demanda-t-elle en posant l'assiette devant lui. « Excellente. L'émission de télé veut m'interviewer suite à mon prix, et j'ai rendez-vous demain avec les éditions Grasset pour discuter d'un possible livre. » Il mangea en parlant de ses projets, de sa notoriété grandissante, de toutes les opportunités qui s'ouvraient à lui. Solène l'écoutait, hochait la tête au bon moment, souriait quand il fallait, le rôle qu'elle connaissait par cœur. « Et toi, quoi de neuf ?» finit-il par demander comme une politesse de fin de repas. « J'ai reçu une proposition intéressante. Une maison de maître à rénover près de Saint-Rémy de Provence. Les propriétaires veulent un travail d'exception. » Bastien hocha la tête, mais elle perçut une lueur d'inquiétude dans ses yeux. Depuis quelques mois, les succès professionnels de Solène semblaient le mettre mal à l'aise, comme s'ils remettaient en question l'équilibre de leur couple. « C'est bien, du moment que ça n'interfère pas avec nos obligations sociales. Tu sais comme c'est important pour ma réputation. » Ces mots tombèrent comme une gifle. Ces obligations sociales. C'est ainsi qu'ils voyaient leurs sorties, leurs dîners, leur vie commune. Une série d'obligations où elle tenait le rôle de l'épouse décorative. Cette nuit-là, allongée dans leur lit, Solène écouta la respiration régulière de Bastien. Il dormait paisiblement, comme un homme en paix avec lui-même et le monde. Elle fixait le plafond, incapable de trouver le sommeil. Pour la première fois depuis des années, elle se posa la question qui la terrifiait. Était-ce vraiment cela le bonheur? Cette existence feutrée où elle s'effaçait jour après jour, où ses rêves rétrécissaient
pour faire de la place à ceux de son mari. Au petit matin, une certitude s'était imposée. Elle ne pouvait plus continuer ainsi, pas après ce qui s'était passé à Lyon, pas après avoir touché le fond de l'indifférence. Solène Lemoine allait devoir apprendre à exister à nouveau. Avec ou sans Bastien Valcourt, les semaines qui suivirent prirent un goût étrange de liberté surveillée. Solène avait accepté le projet de rénovation à Saint-Rémy, s'immergeant dans les plans et les esquisses avec une passion qu'elle n'avait plus ressentie depuis longtemps. Chaque matin, elle quittait Avignon pour superviser les travaux, respirant enfin un air différent. Le projet avançait lentement mais sûrement. Au début, certains artisans locaux avaient montré quelques réticences à suivre les directives d'une petite décoratrice d'Avignon. Mais progressivement, son professionnalisme et son respect pour leur savoir-faire avaient gagné leur confiance. La propriété qu'elle restaurait appartenait aux Moreau, un couple de Parisiens retraités qui avaient racheté cette Bastide du XVIIIe siècle pour y couler des jours paisibles. Madame Moreau, ancienne professeure de littérature, avait immédiatement noué une relation chaleureuse avec Solène. « Vous avez un regard particulier sur les espaces », lui dit-elle un matin en la trouvant agenouillée dans le salon, caressant les vieilles pierres apparentes. « On dirait que vous entendez ce que les murs ont à raconter. » Solène sourit. « Les maisons ont une âme, Madame Moreau. Il faut juste prendre le temps de l'écouter. Appelez-moi Geneviève, s'il vous plaît. Et votre mari? Il comprend votre passion ?» La question la prit au dépourvu. Elle hésita avant de répondre. Bastien a ses propres préoccupations. Il est avocat, très absorbé par sa carrière. Geneviève la regarda avec la perspicacité de quelqu'un qui avait passé sa vie à décrypter les non-dits. Les passions partagées sont un luxe rare dans un couple, mais les passions respectées sont un minimum. Ces mots résonnèrent en Solène tout l'après-midi. Bastien respectait-il vraiment sa passion, ou la tolérait-il simplement comme un passe-temps inoffensif? Le soir même, elle eut sa réponse. De retour à Avignon, elle trouva Bastien dans son bureau, en pleine conversation téléphonique. Il parlait d'elle, croyant qu'elle n'était pas encore rentrée. « Non, non, ma femme ne travaille pas vraiment. Elle s'occupe de décoration, c'est plutôt un hobby. Elle arrange des meubles, des couleurs, rien de très sérieux, mais ça lui fait plaisir. » Solène s'immobilisa dans le couloir, le souffle coupé. Un hobby. 15 ans d'études et d'expérience réduits à un simple hobby. Elle remonta silencieusement dans leur chambre, s'allongea tout habillée sur le lit et fixa le plafond jusqu'à ce que Bastien monte se coucher. « Bonne journée ?» demanda-t-il machinalement en se déshabillant. « Très bonne », répondit-elle d'une voix neutre. « Et toi, toujours aussi occupé avec tes affaires sérieuses ?» Il ne releva pas l'ironie dans sa voix, déjà replongée dans la consultation de ses dossiers. Les jours suivants, Solène multiplia les allers-retours à Saint-Rémy. Le chantier avançait bien, et elle prenait un plaisir grandissant à voir renaître cette demeure ancienne. Les ouvriers la respectaient, suivaient ses conseils, admiraient son œil artistique. Ici, elle n'était pas la femme de maître Valcourt. Elle était Solène Lemoine, décoratrice d'intérieur. Un après-midi, alors qu'elle supervisait la pose d'un parquet en chêne massif, Isaline lui rendit visite sur le chantier. Son amie contempla le travail accompli, impressionnée par la transformation. « C'est magnifique, Solène, tu as un don. Merci, ça me fait du bien d'être ici. » Elles s'installèrent sur la terrasse nouvellement rénovée, savourant un café en admirant la vue sur les Alpilles. « Tu sembles différente ces derniers temps, » observa Isaline, « plus présente à toi-même. » Solène réfléchit avant de répondre. « Je crois que je suis en train de me réveiller, comme si j'avais dormi pendant des années et que je découvrais enfin le monde autour de moi. » Et Bastien? Comment il vit cette transformation? Il ne la voit pas, ou il refuse de la voir. Isaline posa sa tasse et fixa son amie droit dans les yeux. « Solène, je vais te dire quelque chose que tu ne veux peut-être pas entendre, mais en tant qu'amie, je dois te le dire. Tu mérites mieux que l'indifférence. » Ces mots flottèrent entre elles comme une vérité difficile à avaler. Solène savait qu'Isaline avait raison. Elle le savait depuis cette soirée à Lyon, depuis cette humiliation publique. Mais reconnaître qu'on mérite mieux, c'est aussi accepter qu'on vit moins bien qu'on ne le pourrait. Le soir même, en rentrant chez elle, Solène trouva Bastien en grande conversation avec son attaché de presse. Ils organisaient une réception pour célébrer la signature de son contrat d'édition. « Ah, parfait. Solène, nous donnons une soirée samedi prochain. 200 invités du beau monde. Tu t'occuperas de la décoration, bien sûr. Quelque chose d'élégant, mais pas trop voyant. Il faut que l'attention reste sur moi. Pas de « s'il te plaît ». Pas de « qu'est-ce que tu en penses ?» Juste un ordre déguisé, en évidence. « Et si je n'étais pas disponible samedi ?» demanda-t-elle calmement. Bastien et son attaché de presse la regardèrent comme si elle venait de dire une énormité. « Pas disponible? Pourquoi faire ?
Pour vivre ma vie, Bastien. Tout simplement pour vivre ma vie. Elle monta dans leur chambre sous le regard médusé des deux hommes. Pour la première fois depuis des années, Solène Lemoine venait de dire non à son mari. Et chose étrange, le ciel ne lui était pas tombé sur la tête. Au contraire, elle se sentait un peu plus légère, un peu plus vivante, un peu plus elle-même. La dispute éclata le lendemain matin. Bastien, qui avait passé la nuit à ruminer la rébellion de sa femme, l'attendait dans la cuisine avec un visage fermé. « Qu'est-ce qui t'a pris hier soir? Me ridiculiser devant Guillaume comme ça ?» Solène versa calmement son café, refusant de se laisser impressionner par le ton menaçant de son mari. « Je n'ai ridiculisé personne, Bastien. J'ai juste dit que je n'étais peut-être pas disponible samedi. » « Tu n'es jamais disponible pour rien d'important. Tu passes tes journées à jouer avec des échantillons de tissu et tu te prends pour quoi? Une artiste ?» Le mépris dans sa voix la gifla plus violemment que n'importe quelle main. Solène posa sa tasse et le regarda droit dans les yeux. « Oui, Bastien, je me prends pour quelqu'un qui existe, qui a des opinions, des projets, des rêves. Je me prends pour une femme, pas pour ton accessoire de soirée. » Il ricana, ce sourire narquois qu'elle avait appris à détester. « Tes rêves ? Parlons-en de tes rêves. Tu crois vraiment que ton petit business de décoration va t'emmener où? Tu gagnes des clopinettes comparé à ce que je rapporte. Tu vis dans ma maison, tu roules dans ma voiture, tu portes les bijoux que je t'achète. Alors un peu de reconnaissance ne serait pas de trop. » Les mots de Bastien résonnèrent dans le silence de la cuisine comme des coups de marteau. Solène sentit quelque chose se briser définitivement en elle. Pas seulement son cœur cette fois, quelque chose de plus profond. Le dernier lien qui la rattachait encore à l'illusion de leur amour. « Tu as raison, » dit-elle d'une voix très calme. « J'ai vécu dans ton monde, avec ton argent selon tes règles, mais j'ai oublié que j'avais aussi le mien. » Sans ajouter un mot, elle monta faire ses bagages. Bastien la suivit, incrédule. « Qu'est-ce que tu fais? Solène, arrête ce cinéma !» Elle plia méthodiquement ses vêtements, ses affaires personnelles, ces quelques objets auxquels elle tenait vraiment. « Je vais à Saint-Cirque-la-Popie. »« Où ça ?» Cette ignorance de son histoire personnelle la blessa une fois de plus. 7 ans de mariage, et il ne connaissait même pas l'existence de la maison de sa grand-mère. La maison que m'a léguée grand-mère Céleste, celle où j'ai passé tous mes étés d'enfance. Cette bicoque dans le lot? Tu plaisantes, il n'y a même pas de réseau téléphonique correct là-bas. Solène ferma sa valise et se tourna vers lui. Justement, j'ai besoin de silence. Elle passa devant lui et descendit charger sa voiture. Bastien la suivait comme un homme qui ne comprenait pas ce qui lui arrivait. « Solène, sois raisonnable. Tu ne peux pas partir comme ça. Et ma réception et mes obligations ?» Elle monta dans sa Peugeot, baissa la vitre et le regarda une dernière fois. « Trouve-toi une hôtesse, Bastien. Ou mieux encore, apprends à exister sans accessoires. » La route vers Saint-Cirque-la-Popie lui prit 3 heures. 3 heures pendant lesquelles elle pleura d'abord, puis se tut, puis finalement sourit en retrouvant les paysages de son enfance. Les falaises calcaires, la Douar qui serpentait en contrebas, et enfin le village perché comme un nid d'aigle au-dessus de la vallée. La maison de grand-mère Céleste l'attendait au bout d'un chemin de pierre, nichée entre 2 tilleuls centenaires, une bâtisse du XVIe siècle aux volets bleus délavés, avec une terrasse qui dominait la rivière. Solène avait hérité de ce petit paradis 5 ans plus tôt, mais n'avait jamais trouvé le temps d'y séjourner vraiment. Bastien trouvait l'endroit rustique et préférait leurs vacances dans des hôtels de luxe. Elle poussa la lourde porte en bois et respira l'odeur familière de lavande et de vieilles pierres. Tout était resté comme dans ses souvenirs. Les poutres apparentes, la cheminée en pierre, les tomettes patinées par les siècles. Sur la cheminée, le portrait de grand-mère Céleste la regardait avec ses yeux pétillants de malice. « Alors, ma petite étoile, » murmura-t-elle en caressant le cadre. Grand-mère avait raison. Il faut parfois partir pour se retrouver. Céleste Marchand avait été une femme libre dans les années 50, scandalisant le village en vivant seule, en peignant, en refusant le mariage. Elle avait transmis à sa petite fille l'amour de la beauté et l'importance de l'indépendance. Une femme qui ne sait pas vivre seule ne saura jamais vraiment aimer, lui répétait-elle quand Solène était adolescente. Aujourd'hui, à 34 ans, Solène comprenait enfin ses paroles. Elle passa sa première nuit dans la maison de son enfance blottie sous l'édredon en patchwork que sa grand-mère avait confectionné. Pour la première fois depuis des années, elle dormit profondément, sans réveil, sans agenda, sans obligation. Le lendemain matin, elle fut réveillée par le chant des oiseaux et la lumière dorée qui filtrait à travers les volets. Elle prépara son café dans la petite cuisine et s'installa sur la terrasse avec vue sur la vallée. Son téléphone avait sonné plusieurs fois dans la nuit, Bastien sans doute, mais elle l'avait éteint. Isaline,
qu'elle avait prévenu de son départ, arriva en fin de matinée avec des provisions et un sourire encourageant. « Alors, comment ça va ?»« Mieux, beaucoup mieux que je ne l'aurais cru. » Elles déjeunèrent ensemble sur la terrasse, parlant de tout et de rien, retrouvant cette complicité naturelle que Solène avait presque oubliée. « Tu sais, » dit finalement Isaline, « je n'ai jamais aimé Bastien. Dès le début, j'ai senti qu'il t'étouffait, mais tu avais l'air si amoureuse. J'étais amoureuse de l'idée qu'il se faisait de moi, ou plutôt de l'idée que je me faisais de ce qu'il voulait que je sois. » L'après-midi, seule à nouveau, Solène explora chaque recoin de la maison. Dans le grenier, elle découvrit les toiles de sa grand-mère, des paysages du Quercy, des portraits de villageois, des natures mortes pleines de vie, et surtout, dans une malle, des carnets de croquis et des plans d'aménagement. Grand-mère Céleste avait elle aussi rêvé de transformer les espaces, de révéler la beauté cachée des lieux. Ce soir-là, assise devant la cheminée crépitante, Solène prit une décision. Elle ne rentrerait pas. Pas maintenant, peut-être jamais. Elle allait rester ici dans cette maison qui lui parlait d'amour véritable et de liberté conquise. Elle allait apprendre à vivre seule pour apprendre à s'aimer vraiment. Et qui sait, peut-être qu'un jour, elle saurait enfin aimer quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui la verrait entière, pas en fragments. 3 semaines s'écoulèrent dans un rythme nouveau pour Solène. Chaque matin, elle se réveillait naturellement avec le soleil, sans réveil strident ni agenda contraignant. Elle avait transformé l'ancienne chambre de sa grand-mère en bureau temporaire, installant ses plans et ses échantillons sur la grande table en chêne massif. Le projet de Saint-Rémy se finalisait à distance, avec des visites 2 fois par semaine. Les Moreau étaient ravis du résultat et lui avaient déjà recommandé 3 autres clients. Pour la première fois depuis longtemps, Solène sentait sa carrière prendre son envol, portée par sa créativité retrouvée et non plus entravée par les obligations sociales de Bastien. Un matin de décembre, alors qu'elle buvait son café sur la terrasse malgré le froid vivifiant, elle aperçut un homme au pied de la falaise. Il examinait attentivement les pierres de l'église romane du village, prenant des notes dans un carnet. Sa silhouette longue et ses gestes précis attirèrent son attention. « Bonjour » lui cria-t-elle impulsivement. « Vous cherchez quelque chose ?» L'homme leva la tête et sourit. Même à distance, Solène fut frappée par la douceur de ce sourire. « Bonjour, je suis Amaury Delestre, restaurateur d'art sacré. Je viens étudier votre église pour un projet de conservation. » Quelque chose dans sa voix chaleureuse et posée intrigua Solène. Elle descendit le sentier escarpé qui menait au village, curieuse de rencontrer cet homme qui semblait parler aux pierres comme elle parlait aux maisons. Amaury Delestre était plus jeune qu'elle ne l'avait pensé. Une 30aine d'années peut-être, des cheveux châtains ébouriffés par le vent, des yeux verts particulièrement expressifs. Il portait un pull en laine brute et un jean délavé, taché de poussière et de traces de mortier, tout l'opposé de l'élégance calculée de Bastien. « Vous habitez ici ?» demanda-t-il en montrant la maison perchée. « Depuis quelques semaines, j'ai hérité de cette maison de ma grand-mère. Et vous, vous venez d'où ?»« Toulouse, mais je voyage beaucoup pour mon travail. Les églises romanes du Quercy sont exceptionnelles. Celle-ci date du XIIe siècle. Regardez ces chapiteaux. » Il l'entraîna vers le portail de l'église, lui montrant les détails sculptés, avec une passion communicative. Ses mains bougeaient avec précision, caressant les pierres comme s'il reconnaissait de vieux amis. « Vous aussi vous aimez les vieilles pierres », observa Solène. « Elles ont tant à raconter. Chaque époque laisse sa trace. Chaque restauration révèle un secret. C'est un peu comme écouter la confession des siècles. » Cette image poétique toucha Solène. Elle comprenait cette relation intime avec les lieux, cette capacité à entendre ce que les autres ne percevaient pas. « Je suis décoratrice d'intérieur, dit-elle. Je ressens la même chose avec les maisons. Elles ont une âme. » Ils parlèrent pendant 1 heure, debout dans le froid, oubliant le temps qui passait. Amaury lui expliqua son travail de restauration, ses voyages à travers l'Europe pour sauver des trésors architecturaux. Solène partagea sa passion pour la transformation des espaces, sa théorie selon laquelle chaque lieu avait une vocation cachée qu'il fallait révéler. « Vous restez longtemps au village ?» demanda-t-elle quand ils se séparèrent. « 3 mois minimum, le temps d'établir un diagnostic complet et de commencer les premiers travaux. Alors on se reverra. » Ce ne fut pas une question, mais une certitude qui les surprit tous les deux. Les jours suivants, Solène croisa régulièrement Amaury dans les ruelles du village. Il avait loué une petite chambre chez Madame Dupont, l'épicière, et prenait ses repas à l'unique café du bourg. Ils échangeaient toujours quelques mots, parlèrent de leurs projets respectifs, se découvraient des références communes. Un après-midi pluvieux, Solène le trouva réfugié sous le porche de l'église, trempé jusqu'aux os. «
Venez boire un café chez moi, proposa-t-elle spontanément. Vous allez attraper la mort. Il hésita une seconde, puis accepta avec reconnaissance. Dans la cuisine réchauffée par le feu de cheminée, Amaury découvrit l'intérieur transformé par Solène. Elle avait respecté l'âme ancienne de la demeure, tout en y ajoutant sa propre sensibilité. Coussins en lin brut, plaid en laine naturelle, bouquet de lavande séchée, livres posés çà et là. C'est magnifique, murmura-t-il en contemplant l'ensemble. Vous avez réveillé cette maison. Ma grand-mère disait qu'un lieu sans amour s'endort. Il faut juste lui rappeler qu'il peut encore rêver. Amaury la regarda intensément, comme s'il découvrait soudain quelque chose d'important. Votre grand-mère était une sage. Ils passèrent l'après-midi à parler, assis devant l'âtre. Amaury lui raconta son enfance dans une famille d'artisans, sa vocation tardive pour l'art sacré, ses doutes parfois face à l'ampleur des destructions à réparer. Solène évoqua sa passion pour son métier, ses projets d'avenir, mais resta évasive sur son passé récent. « Et votre mari? Il ne vous rejoint pas ici ?» La question la prit au dépourvu. Elle réalisa qu'elle portait encore son alliance, machinalement. « C'est compliqué, » dit-elle simplement. Amaury hocha la tête sans insister. Cette délicatesse, cette capacité à respecter les silences, touchèrent Solène plus que n'importe quelle curiosité indiscrète. Quand il repartit dans la soirée, la maison lui sembla étrangement vide. Pour la première fois depuis son installation, Solène prit conscience de sa solitude. Mais ce n'était plus cette solitude douloureuse qu'elle avait connue avec Bastien. C'était une solitude choisie, apaisée, qui s'ouvrait peut-être à autre chose. Ce soir-là, elle retira son alliance et la posa sur la commode de sa chambre. Un geste simple qui marquait une étape importante. Solène Lemoine redevenait lentement elle-même. Et pour la première fois depuis longtemps, l'avenir lui semblait plein de possibilités inconnues. 2 semaines s'écoulèrent, depuis l'installation d'Amaury dans la chambre d'amis. L'hiver s'installait doucement sur Saint-Cirque-la-Popie. Les touristes avaient déserté le village, ne laissant que la poignée d'habitants permanents, et Amaury, toujours absorbé par son travail de restauration. Solène avait trouvé son rythme, le matin pour ses projets professionnels, l'après-midi pour explorer la région ou lire près de la cheminée. Un soir de tempête, alors que le vent fouettait les volets, on frappa à sa porte. Amaury se tenait sur le seuil trempé et visiblement perturbé. « Excusez-moi de vous déranger si tard. Madame Dupont a eu un malaise. L'ambulance l'a emmenée à Cahors. Je ne savais pas où aller. Entrez, bien sûr. Vous devez être gelé. » Elle l'installa près du feu, lui prépara une tisane chaude et des tartines. Dans la lueur des flammes, elle remarqua sa pâleur inhabituelle. « Madame Dupont va s'en sortir. Les médecins pensent que oui, mais ça m'a rappelé ma mère. Elle est morte d'un infarctus quand j'avais 20 ans, seule chez elle, comme Madame Dupont ce soir. » Sa voix se brisa légèrement. Solène s'assit près de lui sans un mot, respectant sa peine. « Pardon, » murmura-t-il, « je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça. Nous nous connaissons à peine. Parfois, c'est plus facile avec quelqu'un qu'on connaît à peine. Moins de jugement, moins d'attente. » Ils restèrent silencieux un moment, écoutant craquer le bois dans l'âtre. « Vous aviez une relation proche avec votre mère ?» demanda finalement Solène. « Fusionnelle. Trop, peut-être. Mon père nous avait quittés quand j'avais 12 ans. Elle a tout sacrifié pour m'élever. Parfois, je me dis que je restaure des églises pour réparer ce qu'il a cassé en partant. » Cette confidence inattendue émut Solène. Elle reconnaissait chez Amaury cette blessure secrète que portent ceux qui ont grandi dans l'absence. « Et vous ?» demanda-t-il. « Votre famille ? Mes parents vivent en Bretagne. On se voit peu. J'étais plus proche de ma grand-mère Céleste. Elle m'a appris que l'art, c'est guérir les blessures en créant de la beauté. Sage grand-mère, décidément. » Amaury resta dormir cette nuit-là, dans la chambre d'amis. Le lendemain matin, Solène le trouva déjà debout, préparant le petit déjeuner dans la cuisine. « J'espère que ça ne vous dérange pas. J'ai l'habitude de me lever tôt. » « Au contraire, ça fait longtemps que je n'ai pas pris un vrai petit déjeuner. » Il avait disposé avec soin la table. Confiture de figues de Madame Dupont, pain frais du boulanger, café fumant. Des gestes simples mais attentionnés qui contrastaient avec les matins pressés qu'elle avait connus avec Bastien. « Madame Dupont va mieux ?» demanda-t-elle en s'asseyant. « Oui, j'ai eu l'hôpital ce matin, elle rentre demain. Mais elle ne pourra plus me loger, elle a besoin de repos. Vous pourriez rester ici si vous voulez. Il y a de la place et la maison n'aime pas être vide. » L'invitation avait jailli spontanément. Amaury la regarda, surpris. « Je ne voudrais pas m'imposer. »« Vous ne vous imposez pas. Et puis, j'aimerais bien avoir un avis professionnel sur quelques aménagements que j'envisage. » Ce n'était qu'un prétexte. Ils le savaient tous les deux. Mais c'était un prétexte qui leur permettait de franchir une étape sans avoir à la nommer. Amaury s'installa donc dans la chambre d'amis.
Leur cohabitation se révéla étonnamment naturelle. Ils respectaient mutuellement leurs espaces et leur silence, partageaient les tâches quotidiennes sans négociation, se retrouvaient le soir pour des dîners improvisés qui s'étiraient souvent tard dans la nuit. Un après-midi, Solène reçut un appel qu'elle redoutait. Bastien. Elle décrocha par réflexe, regretta immédiatement. « Enfin, ça fait des semaines que j'essaie de te joindre. Tu es complètement folle ou quoi ?» La voix de son mari la ramena brutalement à une réalité qu'elle avait réussi à oublier. Amaury, qui travaillait dans le salon, leva la tête en entendant le ton agressif qui sortait du téléphone. « Bonjour Bastien », dit calmement Solène. « Bonjour? C'est tout ce que tu trouves à dire? Tu disparais du jour au lendemain, tu ne réponds plus au téléphone. Tu m'abandonnes au moment où j'ai le plus besoin de toi, au moment où tu as le plus besoin de moi. Pourquoi faire? Pour tenir ton rôle d'épouse décorative? Solène, arrête tes caprices et rentre à la maison. J'ai des obligations, des rendez-vous importants. Les gens se posent des questions sur ton absence. Et qu'est-ce que tu leur réponds? Que ma femme traverse une petite dépression passagère, que tout va rentrer dans l'ordre. » Solène sentit la colère monter en elle. Même sa fuite, il l'interprétait comme un dysfonctionnement temporaire de son accessoire préféré. « Je ne suis pas en dépression, Bastien. Je vais très bien, mieux que je ne suis allé depuis des années. Dans ce trou perdu? Tu plaisantes? Écoute, je viens te chercher ce week-end. Nous allons avoir une conversation d'adultes et résoudre ce malentendu. N'y pense même pas. Comment ça? Je ne veux pas te voir. Pas maintenant. Peut-être jamais. » Il y eut un silence, puis la voix de Bastien se fit menaçante. « Solène, tu es ma femme. Tu vis dans ma maison avec mon argent. Tu ne peux pas partir comme ça sur un coup de tête. Ta femme? Vraiment? Alors pourquoi tu as oublié de me mentionner lors de ton discours à Lyon? » Cette fois, le silence fut plus long. « C'était un oubli, voyons. J'étais ému, stressé. Non, Bastien, c'était révélateur. Tu ne m'as pas oublié. Tu ne m'as jamais vu. » Elle raccrocha et resta immobile, tremblante. Amaury s'approcha doucement. « Ça va? Mon mari. Ex-mari, j'espère. Il vous menace? Il me rappelle que je lui appartiens. » Nuance. Amaury la regarda avec une gravité qu'elle ne lui connaissait pas. « Personne n'appartient à personne, Solène. Vous le savez, n'est-ce pas? » Cette question simple la bouleversa. Oui, elle le savait. Maintenant, elle le savait. Mais une partie d'elle compatissait aussi pour Bastien. Il n'était pas méchant, juste perdu dans sa propre image, prisonnier d'un personnage qu'il s'était construit et qui l'empêchait de voir au-delà de lui-même. Ce soir-là, ils dînèrent en silence. Mais c'était un silence complice, celui de deux personnes qui se comprennent sans avoir besoin de mots. Pour la première fois depuis longtemps, Solène ne se sentait plus seule avec ses blessures. Et pour la première fois depuis qu'elle connaissait Amaury, elle se surprit à imaginer ce que serait d'être aimée par quelqu'un qui la voyait vraiment. Janvier apporta la neige sur Saint-Cirque-la-Popie. Le village se transforma en carte postale figée, coupée du monde par les routes impraticables. Solène et Amaury se retrouvèrent véritablement seuls, blottis dans la chaleur de la vieille demeure. Ces quelques jours d'isolement leur permirent de se découvrir autrement. Amaury cuisinait avec la même précision qu'il restaurait les pierres, transformant les provisions de base en plats savoureux. Solène, de son côté, révéla ses talents cachés. Elle jouait du piano, celui de sa grand-mère accordé par le facteur du village, et possédait une voix juste qui emplissait la maison de mélodies oubliées. « Vous devriez chanter plus souvent », dit Amaury un soir, alors qu'elle venait d'interpréter une chanson de Barbara. Bastien trouvait que ça faisait trop de bruit. Cette remarque anodine révélait tant de choses. Amaury comprit que Solène s'était tue dans bien d'autres domaines que le chant. Il avait peur que votre lumière fasse de l'ombre à la sienne. Cette observation si juste la toucha au cœur. Personne n'avait jamais formulé si clairement ce qu'elle avait vaguement ressenti pendant des années. « Comment vous faites ça ?» demanda-t-elle. « Quoi? Me voir si clairement, comprendre des choses que moi-même je n'arrive pas toujours à exprimer. » Amaury posa son verre de vin et la regarda avec sérieux. « Peut-être parce que je sais ce que c'est que d'être invisible. Mon père ne me voyait pas non plus. Il regardait à travers moi comme si je n'existais pas. Alors quand je vois quelqu'un d'autre vivre ça, leur confidence les rapprochait inexorablement. Chaque jour, ils partageaient un peu plus de leur histoire, de leurs blessures, de leurs rêves. Solène découvrait chez Amaury une douceur qu'elle n'avait jamais connue chez un homme. Il l'écoutait vraiment, sans l'interrompre, sans minimiser ses émotions, sans la juger. Un matin, ils découvrirent que les routes étaient dégagées. Le village retrouvait sa circulation habituelle. Les livraisons reprenaient. Leur bulle d'intimité éclatait doucement. « Je vais pouvoir retourner travailler sur l'église », dit Amaury sans grand enthousiasme. « Et moi, j'ai 3 nouveaux projets qui m'attendent. Les recommandations des Moreau portent leurs fruits. » Ils se sourirent, contents l'un pour l'autre,
mais conscient que quelque chose changeait entre eux. L'après-midi même, Isaline débarqua à l'improviste. Solène ne l'attendait pas et fut surprise de la gêne qu'elle ressentit en présentant Amaury à sa meilleure amie. « Alors c'est vous qui partagez la vie de notre Solène », lança Isaline avec sa franchise habituelle. « Nous partageons juste la maison », corrigea précipitamment Solène. Le regard qu'échangèrent Isaline et Amaury lui fit comprendre que son démenti sonnait faux. Ils voyaient tous les deux ce qu'elle refusait encore d'admettre. Quand Amaury s'éclipsa discrètement pour retourner à son travail, Isaline ne mâcha pas ses mots. « Ma chérie, tu es amoureuse. N'importe quoi. Nous sommes amis, c'est tout. » « Amis ? Tu rougis quand il sourit, tu te troubles quand il te regarde, et tu rayonnes depuis qu'il vit ici. Si ça c'est de l'amitié, moi je suis Brigitte Bardot. » Solène soupira. Isaline avait raison, bien sûr, mais reconnaître ses sentiments pour Amaury, c'était admettre que son mariage était définitivement fini. C'était franchir une ligne qu'elle n'était pas sûre d'être prête à traverser. « J'ai peur, Isaline. »« De quoi ? » ?»« De tout. D'aimer à nouveau, d'avoir mal, de me tromper une fois de plus. Ou d'être heureuse. » Cette question la déstabilisa. Avait-elle peur d'être heureuse? Après tant d'années de demi-teinte avec Bastien, le bonheur lui semblait presque suspect. Le soir même, Amaury rentra plus tard que d'habitude, les mains couvertes de poussière de pierre. Il avait découvert des fresques du XIVe siècle cachées sous des couches de badigeon. « C'est magnifique, regardez !» Il sortit son téléphone, lui montra les photos des visages d'anges qui réapparaissaient sous son pinceau patient. Ses yeux brillaient d'excitation, et Solène sentit son cœur s'accélérer devant tant de passion. « Vous ressuscitez des œuvres d'art, » murmura-t-elle, « comme vous ressuscitez les maisons. » Ils se tenaient très proches l'un de l'autre, penchés sur le petit écran. Solène sentait le parfum de sa peau mélangé à l'odeur de la pierre ancienne. Quand il leva les yeux vers elle, elle ne détourna pas le regard. « Solène » chuchota-t-il, mais elle recula, effrayée par l'intensité du moment. « Je vais préparer le dîner. » Cette nuit-là, elle ne trouva pas le sommeil. Dans la chambre voisine, elle entendait Amaury bouger lui aussi, visiblement incapable de dormir. Une cloison de quelques centimètres les séparait, mais Solène avait l'impression qu'un océan s'étendait entre eux. Au matin, une lettre recommandée l'attendait, de l'avocat de Bastien. Il demandait le divorce pour abandon du domicile conjugal et réclamait une pension alimentaire, considérant les revenus dérisoires de Solène comparés à son train de vie habituel. Elle lut la lettre 2 fois avant de réaliser ce qui se passait. Bastien transformait sa libération en faute. Il faisait d'elle la coupable de leur séparation. Amaury la trouva en larmes dans la cuisine, la lettre froissée entre ses mains. « Qu'est-ce qui se passe ?» Elle lui tendit le document. Il le lut calmement, puis la regarda avec une tendresse infinie. « Vous savez ce que ça veut dire? Qu'il va me traîner dans la boue? Non, que vous êtes libre. » Ces mots simples changèrent tout. Solène réalisa qu'elle était en train de pleurer de soulagement. Pas de peur. Bastien lui offrait enfin ce qu'elle n'osait pas demander, une sortie de leur mariage. Et pour la première fois, elle se permit de regarder Amaury comme un homme qu'elle pourrait aimer, vraiment aimer. Sans culpabilité ni arrière-pensée, la renaissance de Solène Lemoine venait de franchir une étape décisive. Mars arrivait timidement dans le Quercy, les amandiers commençaient à fleurir, et Amaury approchait de la fin de sa mission. Les fresques de l'église retrouvaient leur couleur d'origine sous ses soins experts, attirant déjà l'attention de spécialistes venus de toute la France. Solène, de son côté, avait accepté un projet ambitieux, la rénovation complète d'un château du XVIe siècle près de Figeac. Le chantier durerait au moins 1 an et lui permettrait de s'installer définitivement dans la région. Elle n'avait plus aucune envie de retourner à Avignon. La procédure de divorce suivait son cours. L'avocat qu'elle avait choisi à Cahors, maître Dubois, une femme de 50 ans au regard acéré, menait les négociations avec fermeté. Bastien réclamait toujours une pension, mais ses exigences s'amenuisaient face aux preuves de ses revenus confortables et de son comportement durant le mariage. « Il bluffe », avait expliqué maître Dubois. « Les hommes comme votre mari détestent perdre le contrôle. Mais juridiquement, il n'a aucune chance d'obtenir une pension de votre part. » Un soir de pluie, Solène et Amaury dînaient tranquillement quand le téléphone sonna. Elle décrocha machinalement, pensant à un client ou à Isaline. « Solène ?» La voix la glaça. « Bastien. » Mais pas le Bastien arrogant qu'elle connaissait, un Bastien qui semblait brisé. « Qu'est-ce que tu veux ? Te parler, s'il te plaît. Donne-moi juste 5 minutes. » Amaury, qui avait reconnu la voix, se leva discrètement pour lui laisser de l'intimité. Solène lui fit signe de rester. « Je t'écoute, Bastien. J'ai eu des problèmes au cabinet. Des accusations,
L'ordre des avocats a ouvert une enquête. Ma réputation est en miettes. J'ai besoin de toi, Solène. Tu es la seule personne qui me connaît vraiment. Solène resta silencieuse, sidérée. Après des mois d'indifférence, il la rappelait parce qu'il avait besoin d'elle. Pas parce qu'il l'aimait, parce qu'il était en difficulté. « Tu es là ?» insista-t-il. « Oui, je suis là. Et je t'écoute t'enfoncer un peu plus dans ton égoïsme. Comment ça? Tu ne m'appelles pas pour t'excuser de m'avoir humilié à Lyon. Tu ne m'appelles pas parce que je te manque. Tu m'appelles parce que tu as des ennuis et que tu cherches quelqu'un pour les partager. Ce n'est pas ça. Solène, je me rends compte, j'ai été aveugle. Tu me manques vraiment. Non, Bastien. Ce qui te manque, c'est d'avoir quelqu'un qui supportait tes humeurs sans protester. Quelqu'un qui faisait semblant de ne pas voir tes défauts. Solène, s'il te plaît, il n'y a plus de « nous », Bastien. Il n'y en a peut-être jamais eu. Il y avait toi et il y avait ton public. J'étais dans le public. Elle raccrocha sans attendre sa réponse. Ses mains tremblaient, mais pas de peur, de libération. Amaury s'approcha doucement, posa ses mains sur ses épaules. « Ça va ?»« Oui, étonnamment ça va très bien. Il reviendra à la charge. »« Sûrement, mais ça n'a plus d'importance, j'ai fini de l'écouter. » Cette nuit-là, ils restèrent longtemps assis devant la cheminée, sans parler. Solène sentait la présence d'Amaury comme une protection douce et rassurante. Quand elle posa sa tête sur son épaule, il n'eut aucun geste déplacé, aucune tentative de profiter de sa vulnérabilité. Il se contenta de caresser ses cheveux en silence. « Amaury ? Merci d'être là. Merci d'exister. » Il déposa un baiser très doux sur son front, un geste qui tenait plus de la bénédiction que de la séduction. Quelques jours plus tard, Maître Dubois l'appela avec une excellente nouvelle. Bastien retirait toutes ses demandes financières et acceptait un divorce par consentement mutuel. Il voulait en finir rapidement, probablement pour éviter que ses ennuis professionnels ne rejaillissent sur la procédure. « Dans 3 mois, vous serez officiellement divorcés, » annonça l'avocate. « Vous pourrez reprendre votre nom de jeune fille si vous le souhaitez, Solène Marchand, comme sa grand-mère. » Cette perspective la remplit de joie. Le soir même, elle annonça la nouvelle à Amaury autour d'une bouteille de champagne qu'elle avait achetée pour l'occasion. « À votre liberté, » dit-il en levant son verre. « À notre liberté, » corrigea-t-elle en le regardant dans les yeux. Il y avait tant de non-dits dans cet échange de regards, tant de promesses tacites, mais ni l'un ni l'autre ne précipitait les choses. Ils avaient appris, chacun à leur manière, que l'amour véritable ne se bâtit pas dans l'urgence. Pourtant, Solène savait qu'un moment viendrait où ils ne pourraient plus ignorer ce qui grandissait entre eux. Un moment où il faudrait oser dire les mots, prendre les risques, choisir d'aimer à nouveau. En attendant, elle savourait cette période unique de sa vie, libre de son passé, ouverte à l'avenir, et protégée par la tendresse d'un homme qui la voyait enfin telle qu'elle était vraiment. Pour la première fois depuis longtemps, Solène Lemoine n'avait pas peur de demain, mais transformait le Quercy en symphonie verte et dorée. Les travaux d'Amaury sur l'église touchaient à leur fin, et il commençait déjà à parler de son prochain chantier, une cathédrale gothique près de Bordeaux. Solène l'écoutait avec un pincement au cœur, réalisant qu'elle allait bientôt se retrouver seule dans la maison de grand-mère Céleste. Un matin, elle reçut un appel inattendu. L'organisateur du Salon national d'architecture et de design de Lyon l'invitait à présenter ses derniers projets lors de la prochaine édition. C'était une reconnaissance majeure de son travail, une consécration professionnelle qu'elle n'avait jamais osé espérer. « Lyon !» murmura-t-elle après avoir raccroché. « Ironique, non ?» Amaury, qui préparait le petit déjeuner, se tourna vers elle. « Qu'est-ce qui est ironique ?» Elle lui raconta l'invitation, l'importance de l'événement et le symbole que représentait cette ville pour elle. « C'est là que tout s'est écroulé avec Bastien, et maintenant c'est là qu'on me propose de présenter mon travail. Vous allez accepter. Je ne sais pas, une partie de moi en a très envie, mais une autre partie a peur de retomber sur votre ex-mari, entre autres. » Amaury s'assit en face d'elle, prit ses mains dans les siennes. « Solène, il y a 8 mois, vous êtes partie de Lyon en femme humiliée. Si vous y retournez maintenant, ce sera en professionnelle reconnue. Vous ne serez plus la femme de Maître Valcourt. Vous serez Solène Marchand, décoratrice d'intérieur de talent. » Ces mots la touchèrent profondément. Solène Marchand. Son nouveau nom résonnait comme une promesse. « Vous avez raison, je vais accepter. Je suis fier de vous. » Cette phrase simple la bouleversa. Bastien ne lui avait jamais dit qu'il était fier d'elle. Jamais. Les semaines suivantes furent consacrées à la préparation de sa présentation. Amaury l'aida à sélectionner les photos de ses réalisations, à structurer son discours, à travailler son assurance. Il avait un regard artistique sûr et des conseils toujours pertinents. Un soir, alors qu'il répétait sa présentation dans le salon,
Solène s'arrêta au milieu d'une phrase. « Amaury, pourquoi vous faites tout ça pour moi ?» Il la regarda longuement avant de répondre. « Parce que voir quelqu'un révéler son potentiel, c'est le plus beau spectacle du monde. Et parce que... » Il s'interrompit, chercha ses mots. « Parce que je suis tombé amoureux de vous. Voilà, je sais que ce n'est pas le moment, que vous sortez d'un divorce, que je vais partir pour Bordeaux. Mais je ne pouvais plus faire semblant. » Solène sentit son cœur s'emballer. Elle s'était préparée à cette déclaration sans jamais vraiment savoir comment elle y réagirait. « Amaury, vous n'êtes pas obligé de répondre. Je voulais juste que vous le sachiez. » Elle s'approcha de lui, posa sa main sur sa joue. « Je suis tombée amoureuse de vous aussi. Ça me terrifie et ça m'émerveille à la fois. » Il sourit, ce sourire doux qu'elle aimait tant. « On fait quoi maintenant? On continue à vivre. On voit où ça nous mène. Sans pression, sans promesses impossibles. Juste ensemble. » Il l'embrassa alors tendrement, comme s'il avait attendu ce moment depuis des mois. Et Solène découvrit ce qu'était un baiser d'amour véritable. Pas une possession, mais un partage. Pas une conquête, mais une offrande. Cette nuit-là, pour la première fois, ils dormirent ensemble. Pas par passion dévorante, mais par tendresse infinie. Solène s'endormit blottie contre l'épaule d'Amaury, apaisée comme elle ne l'avait jamais été. Le jour du départ pour Lyon arriva trop vite. Amaury l'accompagnait, officiellement pour visiter les musées de la ville, officieusement pour la soutenir dans cette épreuve symbolique. Dans le train qui les emmenait vers leur passé commun et leur avenir incertain, Solène regardait défiler les paysages familiers avec sérénité. Elle n'était plus la même femme que celle qui avait fui cette ville 8 mois plus tôt. Elle avait retrouvé sa force, sa fierté, sa joie de vivre. Et surtout, elle avait découvert ce qu'était l'amour respectueux. « Vous êtes prête ?» demanda Amaury en posant sa main sur la sienne. « Oui, plus que prête. Il est temps que le monde découvre qui je suis vraiment. » Le train entrait en gare de Lyon-Part-Dieu. Solène Marchand se préparait à écrire le plus beau chapitre de sa nouvelle vie. Le centre des congrès de Lyon bourdonnait d'activités en cette matinée de mai. Architectes, décorateurs, journalistes spécialisés se pressaient entre les stands d'exposition, admirant les dernières innovations en matière de design d'intérieur. Solène, élégante dans un tailleur crème qu'elle avait choisi avec soin, observait l'effervescence avec une sérénité nouvelle. Elle était arrivée la veille avec Amaury, s'installant dans un petit hôtel du vieux Lyon qu'ils avaient préféré au palace luxueux où descendaient habituellement les invités du salon. Cette simplicité choisie reflétait leur nouvelle philosophie de vie, privilégier l'authenticité à l'apparence. Sa présentation était programmée en fin d'après-midi dans le grand auditorium, le même où Bastien avait reçu son prix 8 mois plus tôt. L'ironie du destin n'échappait pas à Solène, mais elle ne ressentait plus aucune amertume, juste une forme de justice poétique qui lui donnait des ailes. Dans la matinée, elle avait visité les stands, rencontré des confrères, échangé avec des fournisseurs. Partout, son nom était connu, son travail respecté. « Ah, Solène Marchand, nous adorons votre approche », lui répétait-on. Cette reconnaissance professionnelle, elle l'avait gagnée pierre par pierre, projet après projet, sans jamais renoncer à ses valeurs. Amaury l'avait accompagnée jusqu'aux coulisses, avant de rejoindre le public, lui glissant à l'oreille. « Montrez-leur de quoi vous êtes capable, mais surtout, montrez-leur qui vous êtes vraiment. » En attendant son tour dans la petite loge des intervenants, Solène feuilletait le programme officiel du salon. Son nom y figurait en bonne place, accompagné d'une photo professionnelle où elle souriait avec naturel. Solène Marchand, spécialiste de la restauration d'intérieurs patrimoniaux, fondatrice de l'agence Marchand Intérieur. Plus de Madame Valcourt, plus de statut d'épouse. Juste son nom, son talent, son travail. Elle repensa au chemin parcouru depuis cette nuit terrible de novembre. La femme qui avait fui Lyon humiliée et brisée était devenue celle qui y retournait en professionnelle accomplie. Chaque épreuve traversée l'avait rendue plus forte, plus claire sur ses priorités, plus exigeante envers elle-même et les autres. Mademoiselle Marchand, elle se retourna. Un homme en costume, la cinquantaine distinguée, s'approchait avec un sourire professionnel qu'elle reconnut immédiatement. « Monsieur Bertrand, organisateur du salon, votre présentation suscite beaucoup d'intérêt. Nous avons eu de nombreuses demandes pour y assister. Tant mieux. J'ai hâte de partager mes projets et ma vision du métier. Il paraît que vous avez vécu une belle transformation personnelle ces derniers mois. Votre divorce, votre installation dans le lot. Les journalistes adorent ce genre d'histoire de renaissance. Accepteriez-vous quelques interviews ?» Solène sourit poliment mais fermement. Cette curiosité malsaine pour sa vie privée ne l'atteignait plus. « Mon travail parle de lui-même, monsieur Bertrand.
Ma vie privée n'a pas sa place dans cette présentation. Je suis ici pour parler d'architecture d'intérieur, pas de people. L'homme hocha la tête, visiblement impressionné par son assurance et son professionnalisme. Bien sûr, bien sûr. Excusez-moi. On vous appelle dans 10 minutes. Restée seule, Solène prit une profonde inspiration et jeta un dernier regard à ses notes. Elle connaissait sa présentation par cœur, mais ces quelques points griffonnés la rassuraient. Par la fente du rideau, elle observait la salle qui se remplissait rapidement. Au 3e rang, elle aperçut Amaury qui consultait le programme, probablement en train de relire la biographie de sa compagne avec fierté. Son sourire tendre quand leurs regards se croisèrent lui donna le courage qu'il lui fallait. Puis au fond de l'auditorium, près de la sortie, une silhouette familière attira son attention. Son cœur fit un bond, plus de surprise que d'émotion. Bastien. Il était là, impeccable dans son costume sombre habituel, le visage fermé qu'elle lui connaissait dans les grandes occasions. Leurs regards se croisèrent une seconde. Elle s'attendait à ressentir quelque chose, de la colère, de la tristesse, de l'amertume, mais non. Juste l'indifférence polie qu'on réserve aux étrangers qu'on croise dans la rue. Cette absence d'émotion la surprit et l'apaisa à la fois. Elle était vraiment libre. « Mademoiselle Marchand, c'est à vous !» L'assistant de production lui fit signe. Solène ajusta sa veste, se redressa et marcha vers la scène avec l'assurance d'une femme qui savait exactement qui elle était et ce qu'elle valait. Elle monta sur scène sous les applaudissements nourris. Les projecteurs l'éblouirent quelques secondes, puis ses yeux s'habituèrent. Face à cette assemblée de professionnels, 200 personnes environ, elle n'était plus l'épouse effacée d'un avocat célèbre. Elle était Solène Marchand, décoratrice d'intérieur, femme d'affaires, survivante et conquérante. « Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Solène Marchand et je vais vous parler aujourd'hui de quelque chose qui me passionne depuis toujours. Révéler l'âme cachée des espaces que nous habitons. » Sa voix portait parfaitement dans l'auditorium, claire, assurée, chaleureuse. Elle avait travaillé pendant des semaines avec Amaury pour peaufiner cette introduction, trouvant le ton juste entre expertise professionnelle et conviction personnelle. Elle commença par présenter sa philosophie, cette approche particulière qui consistait à écouter les lieux avant de les transformer. Le public était attentif, quelques têtes hochaient d'approbation. Elle se sentait dans son élément. Chaque espace a une histoire, une personnalité, parfois même des secrets. Mon travail consiste à les découvrir, à les respecter et à les révéler dans toute leur beauté. Voyez par exemple cette maison de maître provençal que j'ai eu la chance de restaurer récemment. Les photos de la Bastide des Moreaux apparurent sur l'écran géant derrière elle. Les avant-après suscitèrent des murmures admiratifs dans l'assemblée. Solène expliqua sa démarche, le respect des matériaux d'origine, la mise en valeur des volumes existants, l'harmonie entre tradition et confort moderne. La décoration d'intérieur, ce n'est pas seulement agencer des meubles ou choisir des couleurs, expliqua-t-elle en se dirigeant vers le centre de la scène. C'est comprendre comment les gens vivent, rêvent, souffrent parfois. C'est créer des écrins pour leurs émotions, des refuges pour leurs âmes. Dans le public, elle voyait les visages captivés, les stylos qui couraient sur les carnets, les téléphones qui immortalisaient ces diapositives. Même Bastien, malgré lui, semblait absorbé par sa présentation. Cette reconnaissance silencieuse lui fit chaud au cœur, non par revanche, mais par satisfaction professionnelle. Solène enchaîna sur ses autres réalisations. Le château de Figeac en cours de restauration. Quelques projets plus modestes, mais tout aussi significatifs. Chaque exemple illustrait sa théorie, selon laquelle chaque lieu avait une vocation cachée qu'il fallait révéler avec patience et sensibilité. « Mais permettez-moi de vous parler maintenant d'un projet plus personnel, » dit-elle en changeant de ton, devenant plus intime. « La restauration de la maison de ma grand-mère à Saint-Cirque-la-Popie dans le Quercy. Les images de la vieille demeure avant et après sa transformation défilèrent. La salle était maintenant silencieuse, suspendue à ses paroles. Cette maison m'a appris quelque chose d'essentiel sur mon métier et sur la vie. Parfois, pour révéler la beauté d'un lieu, il faut commencer par retirer ce qui l'étouffe, gratter les couches de vernis faux, enlever les ajouts inutiles qui masquent l'authenticité, retrouver l'essence originelle qui était là depuis le début. » En prononçant ces mots, elle pensait évidemment à sa propre transformation. Elle aussi avait dû gratter les couches de faux semblants, enlever les masques qui l'étouffaient, pour retrouver sa véritable nature. Ce processus demande du courage. Il faut accepter de voir la vérité, même quand elle dérange. Il faut oser supprimer ce qui paraît beau en surface, mais qui en réalité dénature l'ensemble. L'auditorium était maintenant suspendu à ses lèvres.
Solène sentait cette communion rare entre une oratrice et son public, cette magie du partage authentique où les mots touchent directement le cœur. La plus belle récompense de mon métier, continua-t-elle, c'est quand mes clients me disent « Vous avez révélé notre maison ». Parce qu'au fond, elle était déjà là, cette beauté. Elle attendait juste qu'on la voie, qu'on lui fasse confiance, qu'on lui permette de s'exprimer. Elle marqua une pause, laissa le silence s'installer quelques secondes. « Pour terminer, dit-elle en se dirigeant vers l'avant-scène, proche de son public, j'aimerais vous parler d'une leçon que m'a enseignée ma grand-mère Céleste, décédée il y a 5 ans. Elle était peintre, femme libre dans les années 50, et elle m'a élevé avec cette conviction. Ma petite étoile, la maison la plus difficile à rénover, c'est celle qu'on porte en soi. Celle qu'on a construite avec de mauvais matériaux, les silences non choisis, les rêves abandonnés, les compromis qui nous diminuent. Un silence total régnait maintenant dans l'auditorium. Certains avaient posé leur stylo, d'autres se penchaient en avant. Même les journalistes au fond semblaient touchés par cette confidence inattendue. Parfois, pour révéler notre vraie demeure intérieure, il faut avoir le courage de tout déconstruire, de repartir des fondations, de choisir de nouveaux matériaux, l'authenticité plutôt que l'apparence, le respect de soi plutôt que la complaisance, l'amour véritable plutôt que la dépendance. Elle marqua une nouvelle pause, son regard balayant l'assemblée avec une intensité nouvelle. C'est ce que j'ai fait cette année. J'ai rénové ma propre existence comme je rénove vos maisons, en écoutant ce qu'elle avait vraiment envie d'être, en supprimant ce qui l'empêchait de respirer, en lui redonnant sa vocation première. Et je peux vous dire aujourd'hui que les plus belles transformations, qu'elles concernent nos maisons ou nos vies, commencent toujours par le même acte de courage, celui de s'aimer assez pour exiger mieux. Sa voix se brisa légèrement sur ces derniers mots, l'émotion la rattrapant malgré elle. Merci de votre attention. L'auditorium explosa en applaudissements. Debout, le public saluait non seulement son expertise professionnelle, mais aussi son courage personnel, cette leçon de vie qu'elle venait de partager avec une sincérité bouleversante. Solène sourit, émue aux larmes, cherchant Amaury du regard. Il applaudissait lui aussi debout comme les autres, les yeux brillants de fierté et d'amour. Au fond de la salle, Bastien était resté assis. Pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, il avait baissé les yeux. Sa posture trahissait quelque chose qu'elle ne lui avait jamais vu, de la honte, ou peut-être de la prise de conscience. Les applaudissements durèrent plusieurs minutes. Quand ils cessèrent enfin, une salve de questions fusa de toutes parts. Les professionnels voulaient en savoir plus sur ses méthodes, sa philosophie, ses projets futurs. Solène répondit avec plaisir et précision, savourant cette reconnaissance si longtemps attendue. Après la présentation, elle fut littéralement assaillie. Journalistes, clients potentiels, confrères admiratifs, étudiants en architecture, chacun voulait échanger quelques mots avec celle qui venait de livrer une présentation si marquante. Elle distribua ses cartes de visite, prit des rendez-vous, promit de rappeler, répondit aux interviews avec le sourire. « Madame Marchand, accepteriez-vous de participer à notre prochain numéro spécial sur les femmes entrepreneurs ?» demanda une journaliste de Marie-Claire Maison. « Avec plaisir, mais en tant que professionnelle, pas en tant qu'ex-épouse de Maître Valcourt », précisa Solène fermement. La journaliste sourit. « Bien sûr, votre travail se suffit amplement à lui-même. » Quand la foule se dispersa enfin, vers 19 heures, Solène aperçut une dernière silhouette qui l'attendait près de la sortie principale, un peu à l'écart des derniers visiteurs. Bastien. Il s'approcha lentement, le visage grave, les mains dans les poches. Solène. Bastien. Ils se regardèrent en silence pendant quelques secondes. Il avait vieilli, remarqua-t-elle. Des rides nouvelles au coin des yeux, une fatigue dans le regard qu'elle ne lui connaissait pas. « Belle présentation », finit-il par dire. Sa voix manquait de son assurance habituelle. « Merci. Je voulais te dire, j'ai compris. Enfin, je commence à comprendre. Comprendre quoi? Ce que j'ai perdu. Qui j'ai perdu? Et surtout, pourquoi je t'ai perdu ?» Solène le regarda avec compassion, mais sans émotion particulière. Elle voyait bien qu'il souffrait, que cette prise de conscience lui coûtait. « Tu n'as rien perdu, Bastien. Tu as juste cessé de voir quelque chose que tu n'avais jamais vraiment regardé. Et moi, j'ai cessé d'attendre que tu me vois. » Il hocha tristement la tête, comprenant que sa lucidité tardive ne changerait rien. « Tu as raison. Comme souvent, tu as raison. J'étais tellement obsédé par mon image, par ma réussite, que j'ai oublié l'essentiel. Toi, nous. Il n'y a jamais vraiment eu de nous, Bastien. Il y avait toi et il y avait ton public. Je faisais partie du public. » Ces mots le firent grimacer, mais il ne protesta pas. « Est-ce que tu peux me pardonner ?»
Solène réfléchit quelques secondes avant de répondre. « Je t'ai déjà pardonné, Bastien. Pas pour toi, pour moi. Parce que la rancune, c'est un poison qu'on s'administre en espérant que l'autre en souffre. Prends soin de toi, Bastien, sincèrement, et apprends à voir les gens qui t'entourent. Ils en valent peut-être la peine. » Elle lui tendit la main. Il la serra, comprenant que ce geste marquait véritablement la fin de leur histoire. Pas dans la colère ou l'amertume, mais dans l'apaisement mutuel. « Prends soin de toi aussi, Solène. Tu le mérites. Tu as toujours mérité mieux que ce que je t'ai donné. » Il s'éloigna sans se retourner, les épaules légèrement voûtées. Solène le regarda partir sans tristesse, juste avec la sérénité de qui a définitivement tourné une page de sa vie. Amaury l'attendait dehors, adossé à un réverbère, ses yeux verts pétillants de malice et de fierté. « Alors, madame la conférencière star, comment ça s'est passé avec votre ex ?»« Bien, très bien même. Nous nous sommes dit au revoir. »« Pour de bon ?»« Pour de bon. » Il lui prit la main et l'entraîna dans les rues de Lyon qui s'illuminaient doucement dans la soirée de mai. « Et maintenant, on fait quoi ? Maintenant, on rentre chez nous, dans notre maison, dans notre vallée, dans notre vie, et on continue à construire notre histoire. » Notre histoire, j'aime beaucoup le son de ces mots. Moi aussi. Ils marchèrent enlacés dans les rues de la ville où Solène avait été humiliée 8 mois plus tôt. Ce soir, c'était la même femme, et pourtant une autre qui quittait Lyon. Une femme libre, aimée, respectée, accomplie. Une femme qui avait appris à dire « je » avant de dire « nous », à s'aimer avant d'aimer les autres, à exister pleinement avant de partager son existence. Dans le train du retour vers le Quercy, confortablement installée en première classe grâce aux revenus de sa propre entreprise, Solène posa sa tête sur l'épaule d'Amaury et ferma les yeux. Demain, ils reprendraient leurs projets respectifs. Lui superviserait les restaurations des monuments du lot depuis son bureau de Cahors. Elle finaliserait les plans de l'abbaye de Rocamadour et préparerait l'agrandissement de son agence. L'avenir était radieux, mais surtout, il leur appartenait. Pour la première fois de sa vie, cette perspective ne l'effrayait pas. Elle avait appris qu'on pouvait aimer sans se perdre, qu'on pouvait s'engager sans s'effacer, qu'on pouvait construire à deux sans renoncer à soi. En quelques mois, Solène Lemoine était devenue Solène Marchand. Et surtout, elle avait découvert qu'elle n'avait jamais eu besoin d'être sauvée. Elle avait juste eu besoin d'être vue, vraiment vue, respectée, aimée pour ce qu'elle était, pas pour ce qu'elle acceptait d'être. Le train filait dans la nuit française, emportant vers leur nouvelle vie 2 âmes qui avaient trouvé, l'une dans l'autre, non pas un refuge, mais un compagnon de route. Quelqu'un avec qui partager le chemin sans jamais perdre sa propre direction. Quelqu'un qui comprenait que l'amour véritable ne diminue pas, il révèle, il amplifie, il libère. 2 ans plus tard, le soleil de septembre dorait les pierres anciennes du château de Figeac. Solène remontait l'allée de gravier, un carton d'échantillons dans les bras, le sourire aux lèvres. Le projet touchait enfin à sa fin après 18 mois de travaux minutieux. Les propriétaires, un couple de collectionneurs parisiens, avaient été si impressionnés par sa transformation qu'ils lui avaient déjà commandé la rénovation de leur pied-à-terre à Deauville. « Madame Marchand !» l'interpella Jean-Claude, le maître maçon. « Les dernières finitions sont terminées. Voulez-vous venir voir ?» Elle le suivit dans le grand salon où les fresques du XVIIe siècle, patiemment restaurées, chatoyaient sous la lumière naturelle. Le mobilier qu'elle avait sélectionné avec soin dialoguait harmonieusement avec l'architecture d'époque. C'était exactement la vision qu'elle avait eue dès sa première visite. Un château qui vivait pleinement son époque tout en honorant son passé. « C'est magnifique », murmura-t-elle, émue malgré elle par ce nouvel accomplissement. Son téléphone vibra. Un message d'Amaury. « Bordeaux-Toulouse en fin d'après-midi. Dîner chez nous à 20h ? J'ai une surprise. Je t'aime. » Solène sourit. Amaury avait terminé sa mission sur la cathédrale bordelaise la semaine précédente et rentrait enfin à Saint-Cirq-la-Popie. Ces derniers mois, ils avaient appris à gérer leurs carrières respectives et leurs déplacements professionnels, se retrouvant chaque fois avec la même joie renouvelée. L'agence que Solène avait officiellement créée 6 mois plus tôt, Marchand Intérieur, connaissait une croissance mesurée, mais constante. Après des débuts modestes avec quelques projets locaux, le bouche à oreille avait fait son œuvre. Elle avait même embauché Camille, une jeune diplômée d'architecture d'intérieur pleine de talent et d'enthousiasme, d'abord comme stagiaire, puis comme associée junior. Travailler à 2 lui permettait d'accepter plus de projets, tout en gardant du temps pour sa vie personnelle. En rentrant à Saint-Cirq-la-Popie en fin d'après-midi, Solène découvrit la maison transformée. Des bougies étaient allumées partout, une table dressée sur la terrasse avec vue sur la vallée, et l'odeur délicieuse d'un plat mijoté s'échappait de la cuisine. « Amaury » appela-t-elle en poussant la porte. Il apparut, souriant,
plus beau que jamais avec ses cheveux décoiffés par le vent et ses yeux verts pétillants de malice. « Bonsoir, mademoiselle la patronne d'entreprise, » dit-il, en l'embrassant tendrement. « Qu'est-ce que tu as manigancé? D'abord, comment s'est passée ta journée? Le château est terminé? » « Oui, et c'est encore plus beau que ce que j'avais imaginé. Les propriétaires sont aux anges. Je suis fier de toi. » « Tu réalises que tu commences à te faire un vrai nom dans la profession ?» Solène rit, encore surprise parfois par cette reconnaissance naissante. Il y a 2 ans, elle n'était que la femme de maître Valcourt. Aujourd'hui, elle recevait des demandes régulières et choisissait ses projets. « Bon, et cette surprise ?» insista-t-elle. Amaury la guida vers la terrasse où la table était dressée avec leurs plus belles assiettes. Au centre, un bouquet de pivoine blanche, ses fleurs préférées, et une enveloppe scellée. « Ouvre !» dit-il simplement. Solène décacheta l'enveloppe et en sortit plusieurs documents. Un contrat de la Direction régionale des affaires culturelles, un plan d'architecte et des photos d'une abbaye en ruine près de Rocamadour. « Je ne comprends pas », murmura-t-elle en parcourant les papiers. « L'abbaye Sainte-Claire, XIIe siècle. Elle va être entièrement restaurée dans le cadre d'un grand projet culturel. Il cherchait en quelqu'un pour concevoir l'aménagement intérieur. Salle d'exposition, espace de méditation, boutique, café, quelqu'un qui sache respecter l'âme des lieux tout en les rendant vivants. » Les yeux de Solène s'écarquillèrent. « Tu as donné mon nom? J'ai montré ton travail. Le reste, tu l'as obtenu toute seule. Ils ont été conquis par tes réalisations et ta philosophie. Le projet dure 3 ans, Solène. 3 ans pour créer quelque chose d'exceptionnel. » Elle releva la tête, les larmes aux yeux. « C'est le projet de mes rêves. Mais Rocamadour, c'est loin. Et toi, tu vas repartir ailleurs. » Amaury sourit et sortit une 2e enveloppe de sa poche. « Justement, j'ai aussi une nouvelle à t'annoncer. Cette fois, c'était un contrat d'expertise pour tous les monuments historiques du lot. Un poste fixe basé à Cahors qui lui permettrait de superviser les restaurations de la région tout en dormant chez lui tous les soirs. « Tu es sérieux ?» souffla Solène. « Très sérieux. J'en ai assez de vivre dans des hôtels. J'ai envie de construire quelque chose de stable. Avec toi, si tu veux, bien sûr. » Solène se jeta dans ses bras, riant et pleurant à la fois. « Oui, oui, je veux. Je veux tout. Le projet, la stabilité, l'avenir avec toi. » Ils s'embrassèrent longuement, savourant ce moment parfait où leurs rêves professionnels et personnels s'harmonisaient enfin. Au dîner, ils firent 1000 projets, agrandir la maison pour y installer leurs 2 bureaux, voyager ensemble pour leur mission, peut-être un jour avoir des enfants qui grandiraient dans cette vallée magique. Tout leur semblait possible. « Tu sais ce qui me rend le plus heureuse ?» dit Solène en sirotant son vin de Cahors. « Quoi ? C'est que nous deux, ce n'est pas une histoire de sauvetage. Tu ne m'as pas sauvé de Bastien, et je ne t'ai pas sauvé de ta solitude. Nous nous sommes rencontrés quand nous étions déjà entiers. Nous nous sommes choisis, pas par nécessité, mais par envie. » Amaury lui prit la main par-dessus la table. « C'est exactement ça. Nous nous sommes reconnus. » Plus tard dans la soirée, installée devant la cheminée, Solène contemplait les photos de l'abbaye à restaurer. Chaque pierre racontait une histoire, chaque voûte portait des siècles de prières et de silence. Elle allait avoir l'immense privilège de leur donner une nouvelle vie. « Tu penses parfois à Bastien ?» demanda Amaury. « De temps en temps, avec détachement. J'ai appris qu'il s'était remarié récemment avec une avocate de son cabinet. Très jeune, très admirative. Il a trouvé un nouveau public. Tu lui souhaites du bonheur ? » « Oui, sincèrement. Nous étions mal assortis, c'est tout. Il n'était pas méchant, juste aveugle. Et moi, j'étais trop jeune pour savoir ce que je valais vraiment. Et maintenant, tu le sais ?» Solène se blottit contre lui, respirant son parfum familier mélangé à l'odeur de la cheminée. « Maintenant, je sais que je vaux assez pour exiger d'être aimé comme je suis, pas comme quelqu'un voudrait que je sois. Et je sais que l'amour véritable, ce n'est pas se fondre dans l'autre, c'est briller plus fort, ensemble que chacun séparément. » Amaury caressa ses cheveux en silence. Dehors, la vallée du Lot murmurait ses secrets nocturnes. Dans quelques mois, ils commenceraient leur nouveau projet. Dans quelques années, qui sait où la vie les mènerait. Mais ce soir, dans cette maison qui avait vu renaître Solène, dans les bras de l'homme qui l'aimait pour ses forces autant que pour ses faiblesses, elle était exactement là où elle devait être. La femme qui avait été effacée dans un auditorium de Lyon avait trouvé sa place dans le monde. Et elle n'avait plus jamais l'intention de la quitter. Cette nuit-là, pour la première fois depuis bien longtemps, Solène Marchand s'endormit en se disant qu'elle était parfaitement, complètement, merveilleusement heureuse, et que ce bonheur-là, elle l'avait construit de ses propres mains. Fin, la nuit où il m'a laissé. Une histoire d'amour, de renaissance
et de conquête de soi. Vous êtes-vous déjà senti invisible dans votre propre vie? Comme Solène, avez-vous déjà vécu ce moment dévastateur où vous avez réalisé que quelqu'un que vous aimez ne vous voit pas, ne vous valorise pas, ne reconnaît pas votre existence? Si vous pouviez remonter le temps et parler à la Solène de la première scène, cette femme qui faisait encore tout pour plaire à Bastien, que lui diriez-vous? Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui est en train de se perdre au nom de l'amour? Votre participation sur la chaîne est très importante. Merci de laisser votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Vos réactions sont très importantes pour notre travail. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Votre participation est très importante pour la poursuite de notre travail, alors partagez-la avec ceux qui aimeront cette histoire.